19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Un jeune Palestinien succombe à ses blessures causées par l'entité sioniste. Haroun Abou Haram était âgé de 27 ans. Nous irons en Syrie dans ce journal, la Syrie où le séisme dévastateur qui a secoué le pays pousse Damas à ouvrir 2 points de passage transfrontaliers entre la Turquie et le nord-ouest du pays pour l'acheminement de l'aide humanitaire. En Turquie, le bilan des victimes ne cesse d'augmenter. Les autorités turques annoncent plus de 35 000 morts. Première visite d'un président iranien en Chine depuis 20 ans. Ebrahim Raisi est arrivé à Pékin ce mardi pour une visite d'État de 3 jours, de quoi renforcer davantage les relations entre les deux pays aux grandes dames des Occidentaux. Eux se réunissent autour de la question ukrainienne. Les membres de l'OTAN tentent d'accélérer leur livraison d'armement et de munitions à Kiev. Et tout d'abord, cet entretien téléphonique du président algérien Abdelmadjid Tebboune avec son frère, le président de la République tunisienne Kais Saïed, un appel lors duquel les deux dirigeants ont évoqué les relations solides entre les deux pays frères. Les deux présidents ont également abordé des questions bilatérales d'intérêt commun. Et direction la Palestine, l'armée de l'occupation sioniste a fait une nouvelle victime palestinienne ce mardi. Haroun Abou Haram, un jeune homme âgé de 27 ans, a été touché par des balles réelles. C'était en janvier 2021 dans la région d'El Touani à Massafar Yatta. Après 2 années de soins et de multiples opérations chirurgicales, son état de santé s'est détérioré. Il s'est éteint aujourd'hui. Et en réaction à l'expansion illégale des colonies sionistes, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est déclaré profondément préoccupé par la récente décision de l'entité sioniste de la légalisation de 9 avant-postes de colons en Cisjordanie occupée. Son porte-parole, Stéphane Dujarric, a précisé que si ces mesures étaient mises en œuvre, elles compromettraient encore plus gravement les perspectives d'une solution viable à 2 États. Et pour sa part, l'Union européenne a affirmé son rejet de cette décision des autorités de l'occupation sioniste, réaffirmant sa position selon laquelle les colonies sont illégales au regard du droit international et qu'elles ne reconnaîtraient aucune modification sur les frontières de 1967. Dans notre dossier consacré au séisme dévastateur qui a secoué la Turquie et la Syrie, cette décision prise par le président syrien, Bachar al-Assad, a accepté d'ouvrir 2 nouveaux points de passage transfrontaliers entre la Turquie et le nord-ouest de la Syrie pour une période de 3 mois afin d'acheminer l'aide humanitaire aux victimes. Une décision saluée par les Nations Unies qui ont reconnu avoir fait défaut aux habitants du nord-ouest de la Syrie jusqu'à présent. Les conséquences du séisme sur le nord de la Syrie sont catastrophiques, aggravées par les sanctions économiques et la situation d'instabilité que vit ce pays arabe depuis plus d'une décennie. L'Algérie, vous le savez, a été aux premières loges pour apporter une aide d'urgence en envoyant des secouristes, mais aussi une importante cargaison d'aide humanitaire aux Syriens. Reportage Sofiane Bourdi. Les conséquences du terrible séisme qui a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie sont catastrophiques et continuent de se faire ressentir de manière dramatique. Dans le cas syrien, ces dernières sont amplifiées par les sanctions économiques et la situation de blocus dont souffre ce pays arabe. L'État algérien a été aux premières loges, en consécration du principe de solidarité internationale, envoyant une aide d'urgence dès les premières heures, afin de soutenir le peuple syrien à faire face à cette situation d'extrême urgence.
L'opération d'assistance humanitaire s'est poursuivie avec de grands efforts, déployés par le Croissant Rouge algérien, via l'acheminement d'importants convois d'aide à destination de la ville sinistrée d'Alep. L'action humanitaire du Croissant Rouge algérien est une action très importante et elle a été parmi les premiers salués par toutes les sociétés nationales du monde. Donc le Croissant Rouge algérien, il était sur le terrain, il a aidé nos consoeurs du Croissant Rouge syrien. On a appelé aussi à une réunion urgente du groupe consultatif de réponse rapide aux catastrophes naturelles de la région MENA, les incitant à réagir quant à ce drame qu'a subi la Syrie. Dans le cadre de ces missions humanitaires, l'armée nationale populaire a assuré le transport des éléments de la protection civile, des secouristes, ainsi que des cargaisons de diverses aides humanitaires d'urgence à destination du nord de la Syrie. La mission de l'équipe de sauvetage algérienne dans la ville sinistrée d'Alep est arrivée à son terme. Nous sommes venus aujourd'hui saluer nos équipes de secouristes et nous remercions les hauts responsables algériens avec à leur tête le président algérien Abdelmajid Tebboune pour la décision de l'envoi de ces équipes qui ont déployé de grands efforts et qui ont démontré un haut niveau de professionnalisme dans leur mission de sauvetage de nos frères syriens. L'Algérie demeure fidèle à ses principes intangibles de solidarité et déploie des efforts considérables afin d'alléger la souffrance des peuples faisant face à des situations de détresse en Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde. À ce propos, le président cubain Miguel Díaz-Canel a remercié vivement le président de la République Abdelmajid Tebboune et salué le peuple algérien pour l'aide apportée à ce pays ami dans le champ humanitaire et le soutien technico-énergétique. Et le bilan des victimes ne cesse d'augmenter alors que les chances de retrouver des rescapés deviennent quasi nulles. Les derniers chiffres affichent 35 418 victimes en Turquie. Seulement, l'annonce a été faite il y a moins d'une heure par le président turc Recep Tayyip Erdogan. La priorité est désormais l'aide aux centaines de milliers de personnes dont les logements ont été détruits par le tremblement de terre. Une aide matérielle d'un montant de 100 000 livres turcs, soit 5 300 $, sera allouée aux familles des personnes tuées dans cette catastrophe. Erdogan qui est également revenu sur le nombre de personnes blessées par ce séisme, 81 000. Elles sont nombreuses à avoir quitté les hôpitaux après avoir reçu les soins nécessaires. Environ 20 millions de personnes ont été victimes de ce séisme catastrophique. Plus de 81 000 personnes ont survécu. Une grande partie d'entre eux ont quitté les hôpitaux après avoir été soignés. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours. Cette catastrophe a une nouvelle fois démontré l'importance de la solidarité internationale. Nous remercions tous les pays frères et amis qui nous ont donné un coup de main et soutenu les efforts des autorités turques dans la lutte contre les effets de ce séisme. La Turquie où les secouristes algériens envoyés sont toujours sur le terrain à la recherche d'éventuels survivants sous les décombres. Et puis les équipes d'Al24 News se sont rapprochées du consul général de l'Algérie à Istanbul. Il revient sur les mesures prises par les autorités algériennes sur place pour s'enquérir de l'état des ressortissants algériens suite au séisme qui a touché le pays. Regardez. Après le séisme, nous avons contacté tous les Algériens résidant dans la région. Nous avons pris de leurs nouvelles et enquis de leur situation. 10 ont décidé de rentrer en Algérie. Ils le seront très bientôt. Ils sont en bonne santé. Nous ferons en sorte de mettre à leur disposition tous les moyens pour rentrer en Algérie. Et le consul algérien qui revient également sur la coopération algéro-turque. La coopération algéro-turque est scellée par des accords bilatéraux conclus entre les deux pays. Il n'y a pour l'heure aucune entrave pour leur application, sauf dans des cas très particuliers. Des entraves auxquelles on essaye de lever directement avec les autorités locales ou centrales à travers notre ambassade à Ankara. Les choses vont bon train sans aucun problème.
L'actualité également, la 23e session de la commission mixte intergouvernementale algéro-cubaine se tient à La Havane, à Cuba. Au menu, l'approfondissement de la coopération et l'élargissement du partenariat commercial entre les deux pays à de nouveaux secteurs tels que l'industrie pharmaceutique et médicale, les biotechnologies, les industries énergétiques, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ou encore la pêche et l'agriculture sucrière. La délégation algérienne est conduite par le ministre de la Santé, Abdelhak Salhi, qui a été reçu par le président de la République cubaine. Les travaux qui ont débuté hier et qui se poursuivent jusqu'à demain ont été coprésidés par le ministre cubain du Commerce et le ministre algérien de la Santé. Et parlons énergie à présent et le rôle de l'Algérie en Afrique, notamment en ce qui concerne donc ce volet énergétique salué. Le pays est un fournisseur important pour l'Europe et demeure la locomotive de l'Afrique dans le secteur. Mohamed Ali Ben Chaban. Considéré comme le plus grand fournisseur en gaz du vieux continent et le 7e plus grand exportateur au monde, l'Algérie envisage d'apporter une plus-value considérable au marché énergétique perturbé par de nombreuses crises. Le continent africain dispose d'un énorme potentiel qui lui permet de répondre à la fois à la demande intérieure et à l'exportation. L'Afrique regorge de toutes sortes de ressources énergétiques, notamment les énormes quantités de gaz en Algérie. C'est le plus riche en ressources énergétiques renouvelables et en minéraux nécessaires à la fabrication des batteries. L'Afrique peut non seulement s'autosuffire, mais aussi suffire à tous les pays du monde. L'Afrique s'ouvre au monde et lance un appel aux partenaires et professionnels de l'énergie pour venir investir dans le continent. L'Union africaine vise à servir les peuples du continent en premier lieu, puis à répondre aux besoins des partenaires. Nous appelons nos partenaires à faire partie des chaînes d'approvisionnement et d'industrialisation en Afrique afin de créer une valeur réelle sur le continent et d'offrir des opportunités d'emploi. Cette ouverture énergétique encourage l'augmentation de la production gazière en Algérie et place l'Afrique comme leader dans le secteur des hydrocarbures. Nous soulignons l'importance des capacités et des réserves dans les pays méditerranéens, comme l'Algérie, que nous considérons comme la plus grande source d'énergie de la région pour l'Europe. L'Algérie joue un rôle pivot en matière énergétique. Cette nouvelle approche se veut comme un retour en force de l'Algérie à son statut naturel et affirme le résultat d'un effort sur la perspective d'apporter une contribution efficace et positive pour développer le continent africain. Nous le disions en titre, première visite d'État d'un chef d'État, d'un président iranien en Chine. Depuis plus de 20 ans, Ebrahim Raisi est arrivé à Pékin ce mardi accompagné par une importante délégation économique et commerciale. Le président iranien a été accueilli par son homologue chinois Xi Jinping. Les deux pays ont signé ce mardi plusieurs documents de coopération bilatérale dans les domaines de l'agriculture, du commerce, du tourisme, de la protection de l'environnement, de la santé, des secours en cas de catastrophe, de la culture ou encore des sports. La Chine, qui, rappelons-le, est le premier partenaire commercial de l'Iran, selon les dernières statistiques des autorités douanières iraniennes sur les 10 derniers mois. Alors, il s'agit du 10e voyage à l'étranger au cours des 18 derniers mois pour le président iranien. Ce n'est pas un secret. Les relations entre les deux pays ont de tout temps été au beau fixe. Mohamed Amin Aberkan. Il s'agit de la première visite du genre pour le président Ebrahim Raisi en Chine à la tête d'une délégation économique et politique à l'invitation du président chinois Xi Jinping. Avec cette étape, Pékin espère œuvrer avec l'Iran et profiter de la visite de Raisi pour promouvoir un plus grand développement du partenariat stratégique global Chine-Iran. La Chine et l'Iran jouissent d'une amitié traditionnelle et c'est le choix stratégique des deux parties de consolider et de développer les relations sino-iraniennes face à la situation complexe entraînée par les évolutions du monde de l'époque et de l'histoire. La Chine et l'Iran se soutiennent mutuellement, affichent leur solidarité et leur coopération. Les deux pays font face aux pressions occidentales, notamment en raison de leur position vis-à-vis de l'opération spéciale en Ukraine menée par la Russie. L'Iran fait déjà l'objet de sanctions américaines en raison de son programme nucléaire.
Sous la direction des deux présidents, les relations entre les deux pays ont maintenu une bonne dynamique de développement ces dernières années. Les deux parties ont constamment consolidé la confiance politique mutuelle, ont fait progresser régulièrement la coopération pratique dans divers domaines, ont maintenu une communication et une coordination efficaces dans les affaires régionales et internationales et ont fermement défendu le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et les intérêts communs des pays en développement. Pékin avait signé en 2021 un vaste accord stratégique sur 25 ans avec Téhéran. Ce grand partenariat couvre des domaines aussi variés que l'énergie, la sécurité, les infrastructures et la communication. Avec cette visite, Pékin ambitionne de promouvoir un plus grand développement de partenariats stratégiques et de jouer un rôle constructif dans le renforcement de l'unité et de la coopération des pays du Moyen-Orient et dans la promotion de la sécurité et la stabilité régionale. Pendant qu'Ebrahim Raïssi est en Chine, les membres de l'OTAN se sont réunis pour discuter des moyens d'accélérer leur livraison d'armements et de munitions à l'Ukraine. C'était lors d'une rencontre à Bruxelles aujourd'hui. Naliman Zekar. Une course à la logistique sur les munitions est lancée. Les pays membres de l'OTAN tenteront par le biais de cette réunion, s'ils arrivent à se mettre d'accord, d'accélérer la production et les livraisons d'armements et de munitions à l'Ukraine. Les alliés de Kiev se sont engagés à fournir de l'artillerie, des véhicules blindés, des chars et des systèmes de défense anti-aériens. D'autres éventualités seront discutées lors de cette réunion dirigée par les États-Unis, à l'instar de la délicate question de l'envoi d'avions de combat à l'Ukraine. Le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, avait néanmoins soulevé l'épineux problème des munitions. En effet, les forces ukrainiennes consomment une quantité largement supérieure à la production des alliés de l'OTAN. Le rythme actuel d'utilisation de munitions par l'Ukraine est beaucoup plus élevé que notre rythme actuel de production. Cela met nos industries de défense sous pression. Lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne jeudi dernier à Bruxelles, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé les pays membres à lui fournir des avions de combat ainsi que des missiles longue portée pour faire face aux avancées de l'armée russe. À presque un an du début du conflit russo-ukrainien, le soutien à l'Ukraine ne cesse de se renforcer, mais la crainte d'être impliqué dans le conflit bloque de nombreux alliés. Et cette réunion des pays de l'OTAN intervient alors que le 24 février prochain marquera la première année du lancement par la Russie de son opération militaire spéciale en Ukraine, un conflit qui a engendré des crises énergétiques et alimentaires. Sur le terrain, la Russie progresse au moment où l'armée ukrainienne ne cesse donc de réclamer des aides militaires de ses alliés occidentaux. Naïla Hamouda. Cela fait un an que la Russie a lancé son opération militaire spéciale en Ukraine. Un an que Russes et Ukrainiens s'expliquent sur le terrain en utilisant toutes sortes d'armes et de munitions. Un conflit qui a surtout mis à nu la fragilité énergétique de l'Occident. Sur le terrain, c'est toujours le même topo. Une armée ukrainienne qui tente de se défendre et ne cesse de demander de l'aide militaire de ses alliés occidentaux. Au moment que du côté russe, des territoires sont en train d'être grignotés doucement mais sûrement, même si le premier responsable du Kremlin, Vladimir Poutine, pensait en faire une bouchée en quelques semaines. Mais voilà que le conflit perdure et s'enlise. À Bakhmout, par exemple, dans le nord-est de l'Ukraine, les combats s'intensifient. La ville a subi lundi d'intenses tirs d'artillerie de la part des forces russes dans l'œil du viseur, la très importante ville portuaire de Donetsk. L'Ukraine a reconnu lundi une situation compliquée au nord de Bakhmout, où l'armée russe a revendiqué avoir mis la main sur un nouveau village, poursuivant sa tentative d'encercler cette ville forteresse du Donbass. Bakhmout est un objectif majeur pour Vladimir Poutine. 12 mois de bombardements russes en ont déjà laissé une grande partie en ruine. La plupart des infrastructures civiles ont été touchées par des bombardements et ont cessé de fonctionner, tandis que le gouvernement ukrainien encourageait les habitants à quitter la ville. Afin de contrer l'offensive russe et de reprendre les territoires perdus, l'Occident en désarroi, il y a quelques jours encore, pour fournir à l'Ukraine des avions de chasse et des missiles à longue portée, revient au chevet de Kiev. Une importante réunion mardi des ministres de la Défense des membres de l'OTAN à Bruxelles qui dessinera le futur de l'Ukraine militairement dans ce conflit. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Al24 News.